Cette semaine à Goûter local, on cuisine le contre-filet de bœuf de la ferme Guéclair à Brownsburg-Chatham avec le chef du restaurant Le Géraldine à Saint-Eustache. Bonne émission! Je m'appelle Benoît Brunet, je suis chef propriétaire du restaurant Géraldine. J'ai commencé avec l'École hôtelière de Laval, puis ensuite de ça, j'ai juste continué mon parcours en faisant un stage en France. Je pense que c'est ça qui m'a amené tranquillement au Géraldine. Moi, ma cuisine préférée, c'est la cuisine italienne. Je pense que dans toute la simplicité, c'est là qu'on a le plus de saveur. Et personnellement, chez moi, ce que je préfère me faire, c'est un bon sandwich à la mortadelle. Je pense qu'au Géraldine, on n'a pas vraiment de spécialité en tant que telle. Je pense plus que c'est un tout qui fait qu'on fait vraiment ressortir les producteurs locaux et le terroir laurentien. Stéphane, tu es sur la ferme familiale depuis 3 générations. Oui, en plein ça, on est 3e génération ici à la ferme. Mais si on compte toutes les générations antérieures, c'est la 7e génération en ce moment. Là, que je suis la 7e génération. Avant, c'était une ferme laitière. Oui, ferme laitière. J'ai quitté la production en 2018, des problèmes de santé. Puis je sentais que je ne pouvais pas m'épanouir aussi en tant qu'agriculteur. Tu as choisi de faire de te retirer en fait de l'agriculture conventionnelle. Oui, ce qui m'a amené à faire ces changements-là, c'est l'observation, surtout dans les champs, dans les cultures commerciales comme dans le soya. On voyait qu'il y avait des résistances aux herbicides. On essayait de trouver une alternative. Donc, les plantes devenaient justement résistantes à ces herbicides-là. Donc, on trouvait qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'ai commencé à lire beaucoup de lectures pour m'apercevoir que probablement que ramener les animaux au champ, ensuite couvrir nos sols beaucoup plus, pourrait peut-être aider justement à sortir de ce mode d'agriculture-là pour aller vers une agriculture qui est plus régénérative. Régénérative, durable. Est-ce qu'on dit un peu plus éco-responsable aussi? Oui, on peut dire ça. Justement, on voit plus d'animaux dehors. Ils sont tous maintenant dans les bâtiments. C'est une régie qui est beaucoup plus facile pour les agriculteurs. Je les comprends, j'ai passé par là. Mais en changeant pour la production bovine, à ce moment-là, j'avais beaucoup plus de latitude. Donc, je voulais ramener les animaux au champ tant que les pâturages nous le permettent. Donc, on espère toujours dans les alentours du 15 mai. Puis là, plus tard, quand on a rentré les animaux, c'est un 6 janvier de mémoire. Donc, c'est les cultures de couverture à l'automne qui nous permettent de justement aller chercher cette nourriture-là plus tard en saison. Puis les animaux vont s'adapter. Beaucoup d'observations de nos animaux à ce moment-là dans des conditions extrêmes, comme un 38 degrés en été et un moins 5 degrés en décembre ou en janvier avec une pluie. Alors, c'est là qu'on voit vraiment la résistance des animaux. Puis dis-moi, c'est quoi l'unicité, toi ici, là, Stéphane, la ferme Guéclair? C'est quoi les races de tes animaux? Pourquoi tu les as choisis? J'ai tellement été longtemps dans une race qui était pur sang, la Holstein, dans la race laitière, que j'ai décidé un peu de sortir de ce cadre-là. Mais quand même, on est principalement dans la Angus. Et puis, on aime beaucoup faire les croisements avec le Wagyu. Fait que souvent, nos taureaux, ils ont beaucoup de Wagyu dans les croisements. Ça amène une certaine tendreté, un goût unique. Les gens adorent notre viande. Donc, j'aime cette recette gagnante-là. Puis, on continue comme ça. On fait de l'achat aussi d'embryons qu'on implante dans nos animaux pour aller chercher des races plus pur sang, comme le prochain reproducteur à la ferme, les 2 prochains, c'est-à-dire, on va avoir un 100% Wagyu rouge, qui est assez unique dans la région. Là. J'ai trouvé un producteur qui pouvait offrir ces embryons-là. Puis on va avoir un croisé aussi Wagyu Angus. J'aime aller vers ça, j'aime choisir mes mamans. On peut parler comme ça au lieu de dire les vaches. J'aime choisir mes mamans qui sont plus résistantes, comme je disais tantôt, à plus 38 ou à moins 5. Ces meilleures mamans-là, on veut les croiser pour avoir les meilleures progénitures possibles. Puis, en fait, ce que ça donne, le résultat final, après la boucherie, là, ça donne une belle viande bien persillée. Oui, bien, on essaie d'aller chercher ce persillage-là. C'est sûr qu'avec le bœuf nourri à l'herbe, c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on fait l'abattage de nos bœufs souvent plus autour de 28 mois, contrairement aux bœufs nourris au grain que vous pouvez retrouver à l'épicerie. Les abattages vont se faire autour de 16 mois. Ils ont beaucoup de gains très, très rapidement avec le grain. Mais comme à la ferme, on est nourri à l'herbe, bon, le processus est un peu plus long, puis j'aime avoir une viande qui est très foncée, qui est très goûteuse. Sinon, le monde s'achèterait tout du poulet à la place du bon bœuf. Est-ce que tu offres d'autres produits à la ferme? On a quelques produits transformés, toujours à la base avec notre bœuf. On avait de l'agneau, on a quitté la production, mais tranquillement, on veut se spécialiser, essayer de faire nos propres recettes de saucisses. Justement, un des commentaires qu'on a sur les produits à la ferme,
c'est que les ingrédients que les bouchers peuvent mettre dans nos saucisses, on aimerait aller plus naturel, des épices qui sont plus pures, pas d'agents de conservation, parce que tous les produits sont congelés. Essayer d'être plus noble. Oui, en plein ça. Plus créatif aussi. Peut-être c'est créer une saucisse que les gens aimeraient avoir, mais pourquoi ne pas la faire nous-mêmes? Je trouve ça vraiment intéressant, Stéphane. Dis-moi, qu'est-ce que tu offres comme produit au chef? Écoutez, une des belles pièces que j'adore en boutique, c'est le fameux contrefilet, le New York Steak. C'est une pièce qui est très goûteuse, des fois un petit peu moins tendre. Les gens aiment un peu moins cette pièce-là, mais combien goûteux. Puis le fait que nos animaux soient plus vieux, justement, qu'ils aient 27, 28, 29 mois, c'est une pièce qui est encore plus goûteuse. Donc j'ai hâte de voir le chef, comment il va réussir à rehausser cette pièce-là qui est déjà exceptionnelle. Merci, Stéphane. Ça fait plaisir. Merci d'être venu à la ferme. Benoît, aujourd'hui, on cuisine un contrefilet de la ferme Guéclair à Brownsburg-Chatham. Oui. C'est un bœuf nourri à l'herbe. Exact. Dis-moi donc, c'est quoi les tests que tu as faits? Dans le fond, ce que j'ai fait comme test, je l'ai fait saisir et je l'ai fait cuire sous vide. Et je trouve que la cuisson saisie, c'est toujours la meilleure, surtout en la finissant au four. Fait qu'on va faire contrefilet de bœuf avec une tombée de patates douces et maïs. Puis ensuite de ça, genre une petite sauce à l'échalote pour aller avec ça. Allons-y. On le fait. La première étape, ça va être de faire confire les échalotes au four. Fait que je mets les échalotes sur un papier sulfurisé, un peu d'huile. Ensuite de ça, je fais juste la fermer en papillote. Je vais la mettre au four, tout simplement. Puis on l'oublie là à 450 pendant environ 30 minutes. OK. Jusqu'à temps que la peau soit caramélisée. Donc, entière, en papillote. Entière, au complet, on l'oublie Juste ça. de l'huile. Exactement, tout simplement. Puis ensuite de ça, ça va venir faire ressortir les sucres naturels de l'échalote. On va pouvoir la sortir, puis ensuite de ça, faire une sauce avec. OK. Ensuite de ça, l'étape d'après, ça va être de justement faire blanchir notre maïs. On va mettre ça dans l'eau chaude pendant environ 3 minutes parce qu'on va venir le faire torréfier au four aussi. Fait que ça va venir faire sortir justement, on sort encore une fois les sucres du maïs avec la torréfication, justement, la torréfication qu'on est habitué d'avoir avec du café ou des épices. Là, on y va avec une torréfication de légumes. Okay. Ça fait ressortir beaucoup le sucre. Ensuite, on va faire juste couper l'oignon en dés. Ça va être vraiment de venir commencer la tombée de patates douces et oignons. J'ai juste pas envie de te parler pendant que tu coupes. Je suis rendu habitué. Tu m'as parlé tout à l'heure torréfication. Oui. C'est un peu dans tes forces, toi, la torréfication. Oui. T'aimes ça, faire ça? J'aime bien le feu, j'aime bien le brûler en tant que tel. Tout le monde trouve que des fois, des toasts brûlés, c'est pas bon. Moi, j'aime bien le petit goût, justement, de torréfication que ça va donner. Ça va vraiment venir se faire sortir un peu toutes les saveurs. On fait même des fois une sauce au pain torréfié. Fait qu'on fait délibérément brûler du pain, puis on fait une sauce avec. Okay. Ça fait vraiment ressortir vraiment le goût de la viande, même de la sauce. C'est un peu, pour faire un clin d'œil à ton mentor, tu as repris le Géraldine de Olivier. Exactement. Oli aussi, il aime beaucoup justement le feu, le brûlé, les saveurs assez prononcées. Je pense que justement, il me l'a transmis un peu durant justement notre parcours ensemble. Les saveurs prononcées, mais il y a aussi une certaine subtilité dans l'ingrédient que tu cuisines, parfois là, dans les goûts, ce qu'on retrouve à ton restaurant. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté, là, ce mentorat-là? Puis qu'est-ce qui t'a amené à reprendre les règnes du Géraldine? Je pense que c'est vraiment aussi la manière que Olivier a approché la manière de faire à manger aux gens. Le Géraldine, c'est vraiment une cuisine rassembleuse. On aime vraiment faire du bon comfort food, si je peux dire ça comme ça. C'est une cuisine très simple. C'est mon genre de cuisine qu'on aime beaucoup. Fait qu'on y va avec des ingrédients, justement, locaux, terroir laurentien. Puis on y va dans la simplicité. On fait simplement ressortir l'ingrédient que le producteur a fait pousser pour nous. Que tu as cette journée-là. Exactement. Je pense que c'est quelque chose de très important. Les producteurs, les fermiers, nos agriculteurs, c'est quelque chose de très important, je pense. Puis on l'oublie un petit peu, c'est quand même eux qui nous nourrissent. Je pense que se fournir localement, je pense que c'est un pas de plus dans la bonne direction. Fait qu'on va juste simplement commencer la caramélisation de tout ça. Fait qu'on va avoir l'oignon, la patate douce. On va mettre un peu d'huile, puis on va venir l'assaisonner tout de suite. Fait que sel, poivre,
sel et poivre. Puis on va laisser ça caraméliser tout doucement pendant qu'on fait le reste de notre recette. J'ai aussi une salade de fenouil et pommes avec une vinaigrette de balsamique de pommes tardives. OK. Le fenouil, c'est un légume qui est souvent mal aimé parce qu'il y a un goût prononcé d'anis. Oui, très anisé. Je pense que c'est un légume un peu mal aimé. Personnellement, j'aime beaucoup juste du fenouil avec de l'huile. Mais je pense qu'ajouter une belle touche d'acidité vient justement calmer un peu le gros goût d'anis, de réglisse, qui fait que les gens ont un peu de misère avec. Ça fait un maillage de saveurs parfait, ça, avec des pommes. Exact. Avec les pommes, c'est parfait, je trouve. Un fenouil grillé avec un bon fromage de lait de brebis. Oui, exactement. Ça, c'est une bonne idée, ça aussi. On va chercher un peu l'amertume. Oui. Ça atténue, puis c'est pas tant anis que ça. Non. Quand il est grillé ou exactement. cuit. Bien cuit sur le grill, même aussi, ça pourrait être une belle alternative. Fait que là, on enlève le cœur, évidemment, parce que le cœur, des fois, il peut être dur. Exactement. Puis ensuite de ça, j'ai une mandoline. C'est toujours mieux d'avoir une garde avec la mandoline si jamais on n'est pas expérimenté avec cet outil. Ta vinaigrette, Oui. Benoît, tu vas la faire au pied mélangeur. Oui, on la fait au pied mélangeur. Ça vient vraiment venir émulsionner la moutarde et l'huile. Fait qu'on va mettre la moutarde, l'œuf, on va venir rajouter de l'huile. OK, quand même. Oui, avec une vinaigrette à l'huile, avec toujours sel et poivre. Et on va venir finir avec environ 2 cuillères de balsamique de pommes tardives. 2 cuillères à soupe, évidemment. Oui, des cuillères à soupe. Fait qu'on va venir simplement émulsionner tout ça ensemble. Fait qu'on fait simplement mettre ça là-dedans. Ça, est-ce qu'on le met longtemps en avance? Au début de la recette, le temps que, justement, le fenouil et les pommes absorbent la vinaigrette. OK. Ensuite, comme légumes d'accompagnement, j'ai choisi des pâtissons. Fait qu'on a mini pâtissons et pâtissons plus moyens. C'est un légume souvent oublié que les gens ont moins tendance à travailler. Ça vient de la ferme du Petit Chicot, juste ici à côté. Oui. C'est une entreprise formidable. C'est vraiment des gens extraordinaires. Puis, ils ont commencé à nous fournir des pâtissons et de la pétacarde. Après un petit moment, on va juste venir touiller un peu. OK. Puis là, on sent le sucre. Ça sent le sucre, ça sent les arômes, ça sent un peu tout. Fait que c'est ça qui va venir faire une belle différence au final. Puis il y a une belle coloration qui s'en vient. Ça s'en vient. Donc là, on va les blanchir un peu. Exactement. Fait juste faire encore une fois une pré-cuisson. Ensuite, on va venir les mettre dans la poêle et venir les faire sauter, faire une belle caramélisation. Et les blanchir, on les blanchit dans une eau salée. Oui, une eau salée, quelques minutes, sans Qui est plus. chaude au préalable. Oui, c'est toujours plus rapide. Je vais te laisser faire. Attends, C'est parfait, j'y vais. ça. Oui, merci beaucoup. Juste comme ça, quelques minutes, juste de quoi venir attendrir. Oui, exactement. À cette grosseur-là, je conseillerais 2 à 4 minutes. Sans plus. Sans plus. S'ils sont plus gros, c'est sûr qu'on va augmenter le temps de cuisson. OK. Tout simplement. La prochaine étape, ça va être de faire la sauce pendant que le maïs est en train de cuire et que la tombée est en train de finir de cuire aussi. Ça va être une sauce à l'échalote confite qui sont en train de cuire justement dans le four. Ça, c'est un fond de veau réduit à 1/10 de sa capacité. Quand on dit un fond de veau, Benoît, on prend les os, on prend... Exact. Fait que ça va être un bouillon d'os. Un bouillon d'os de veau et souvent avec une mirepoix plus classique. On va avoir carottes, oignons, céleri et poireaux avec un bouquet garni, généralement, qui va consister poivre et feuilles de laurier. Fait qu'on a réduit ça à 1/10 de la capacité. C'est avec ça qu'on va faire notre sauce. Tu pars tes bases. Exactement. Puis ça fait un goût de sauce vraiment prononcé, un goût de viande plus prononcé. C'est ça qui vient finir tous les plats, c'est la sauce. On est très fiers de nos sauces aux Géraldines. On fait des bonnes sauces. On a les échalotes ici. Ils vont vraiment avoir coloré. Fait qu'ils vont avoir ramolli un peu. Ça va avoir sorti un peu. Fait que ça vient tout ressortir, tous les sucres de la viande. Ça devient vraiment assez tendre. J'aimerais ça qu'on discute de ton menu. Est-ce que tu offres des menus pour la saison des récoltes, un menu pour le temps des fêtes? Oui, j'offre toujours, dans le fond, la saison des récoltes. Ça va être notre menu expérience qui va être sur notre menu plus habituel. Et j'ai aussi, durant le temps des fêtes, j'ai toujours un menu Noël. OK. Fait qu'on y va justement avec des produits plus disponibles dans chaque saison. Évidemment. Puis avec ça, on fait un menu 5 services. Toujours avec des beaux produits de qualité, terroir, souvent des producteurs qui sont à côté de nous. Plus à proximité dans le temps des... Exactement, oui. Et ton menu d'automne, est-ce que c'est plus une formule dégustation ou c'est... Oui. Fait qu'on y va plus sur un menu dégustation qui va être un 5 services. OK.
5 services avec produits souvent plus du coin, mais aussi en ce moment, mettons, j'ai sur mon menu dégustation, j'ai du homard qui vient de Natashquan aussi. Et toi, comment tu as découvert ta force en cuisine? C'est une belle histoire de famille. Je faisais des gâteaux et des sauces avec ma grand-mère. Donc, tu étais, à prime abord, pâtissier? Oui. OK. Définitivement. J'ai toujours aimé faire ça avec ma grand-mère. C'était notre activité du dimanche, en fait, quand mes parents venaient me reconduire chez ma grand-mère, me laisser là toute la journée, puis je faisais à souper ou un gâteau avec elle. C'est ça qui a développé mon amour pour la cuisine. On cuisinait beaucoup chez nous. La sauce ici, j'ai mis les échalotes qu'on a fait vraiment caraméliser au four. Ça va venir donner une belle note sucrée à la sauce. On va rajouter le beurre dans la sauce. Oui. Ça va lui donner comme une rondeur. Exactement, un aspect aussi plus lustré. Qui fait que la sauce, visuellement... Avec beaucoup plus belle, beaucoup plus brillante. Fait que, au pied mélangeur toujours, avec les échalotes, on va venir tout incorporer. Ça va faire qu'on va vraiment goûter l'échalote, on la séparera pas de la sauce. OK. Tout va être ensemble. Un pied mélangeur, c'est moi, toujours c'est- hyper pratique en cuisine. Pour hein? moi, c'est un outil de tous les jours qui me suit tout le temps. La sauce, est-ce qu'on continue à la faire mijoter un peu? On ou n'a même du pas tout? besoin. On a vraiment tout J'adore fait pas. bouillir. Ensuite de ça, on a mis l'échalote et le beurre qui va venir qui va avoir émulsionné un peu tout, qui va avoir amené de la rondeur et du lustré. Et là, on est encore sur nos légumes colorés. Exactement. Celle-là est complète. Fait qu'on va vraiment venir une belle coloration. Tout Oui. simplement, on n'a pas besoin de plus. Ça, on peut mettre ça de côté pour tout de suite. Puis là, on va se concentrer sur le steak. Fait que le contre-filet de bœuf. Que persillé à la perfection. Exactement. C'est un très beau persillage. Il faut toujours choisir sa viande avec un petit persillage dedans. Fait qu'on y va vraiment avec les lignes blanches. C'est pas nécessairement un mauvais gras, c'est quelque chose qui va venir nourrir la viande durant le processus de cuisson. Qui donne aussi de la saveur. Oui, toujours. Le gras de l'intérieur va vraiment venir donner un goût plus particulier, un peu comme si on mettait du beurre dedans. Puis ça permet une certaine tendreté quand il y a du persillage sur une viande. Oui. Fait qu'on va commencer par enlever la calotte, qui est un petit peu plus rigide. Et là, on met poêle. Oui. Il faut qu'elle soit chaude. Il faut qu'elle soit bien chaude. Avec de l'huile. Oui, avec un peu d'huile, parce que le gras du contre-filet qu'on a ici va venir sortir, puis ça va déjà nous faire aussi un beau fond de gras pour venir tout saisir. Ensuite de ça, ça va être vraiment de l'assaisonner, puis on ne gêne pas. On l'assaisonne de tous les côtés. Moi, souvent, ce que j'aime sur ma pièce de viande, c'est je vais manger le gras. Oui, Mais quand il est bien doré, bien exactement. cuit. Quand il est vraiment bien cuit, ça va venir ajouter une belle note, encore une fois, de torréfication. C'est pas tout le monde qui aime manger le gras, les gens l'enlèvent, mais Oui. je trouve que c'est ça, ça donne une profondeur. La Que je te- saveur va changer. En fonction du gras, en fonction même des fois de la couleur du gras. Des fois, il va y avoir un bœuf avec un gras un peu plus jaune, un peu plus blanc. Au final, une fois qu'on va l'avoir fait cuire, le gras qui va s'être échappé de la viande va venir justement non seulement lui donner la saveur à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur quand on y fait la croûte de saisissement. La croûte de ces... Ça, je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur sur la viande. Alors, on y fait une belle coloration de chaque côté. Ça va être important de faire saisir la petite calotte que sur le dessus. Ça va venir vraiment faire sortir l'excédent de gras qu'il va y avoir. On a vraiment plein d'odeurs. Tout en La même temps. sauce, Oui. notre mélange ici, le steak. Quand on le saisit comme ça, très chaud, Ouais. c'est pas une cuisson longue, là. Non, définitivement pas. Ça va vraiment venir justement accélérer le processus. Dépendamment de l'épaisseur du steak, on peut même le finir au four. Est-ce qu'aujourd'hui, on le finit au four? À l'épaisseur qu'il y a, je préférerais pas. OK. Fait qu'on y va simplement en faisant saisir de chaque côté. Ensuite de ça va être important de lui donner un temps de repos. Le temps de repos va faire que justement le sang à l'intérieur de la viande ne va pas juste rester au milieu, il va s'en aller partout. Ça va faire une cuisson égale et beaucoup plus juteuse en fait. C'est ça, tout va se... Tout va Parce se que là, quand on le répandre partout. saisit, Ouais, et là, ça va permettre à tout de pouvoir tout simplement comme ça. s'étendre, Oui. étant le mot. Et le temps de repos, est-ce un mythe ou c'est le même temps de cuisson? Moi, je conseille la moitié du temps de cuisson. OK. La moitié du temps de cuisson, généralement, pour une cuisson plus longue. Ensuite de ça, si, mettons, je l'ai saisi pendant 4 minutes, je laisse 4 minutes de repos. Une pièce plus grande va souvent prendre la moitié du temps de cuisson pour le repos.
Aujourd'hui, on vous amène à 2 pas de la métropole dans un territoire où la proximité rime avec fraîcheur. La MRC de Thérèse de Blainville consacre près de 50 de son territoire à la zone agricole, ce qui en fait un véritable poumon vert en milieu périurbain. On y retrouve des fermes maraîchères, des vergers, des serres et des entreprises artisanales qui cultivent des produits locaux tout près de chez vous. Cette diversité permet d'offrir aux citoyens et citoyennes des aliments cueillis à quelques kilomètres avec un minimum de transport et un maximum de fraîcheur. Une agriculture de proximité accessible et durable. Et pour les curieux, le Circuit du patrimoine gourmand propose une expérience unique. Rencontrer les producteurs, découvrir leur savoir-faire et goûter la richesse du territoire. Choisir les produits de Thérèse de Blainville, c'est soutenir une agriculture vivante, préserver des terres nourricières et profiter du meilleur tout près de chez soi. Alors, les pâtissons, on va mettre simplement un petit filet d'huile. OK. Puis ensuite, une fois dans la poêle, on va mettre sel, poivre et on va finir avec un peu de miel pour venir vraiment faire la belle coloration. Fait que un miel de sarrasin d'Intermiel, une belle entreprise de chez nous. Qui est à proximité. Exactement, encore à proximité. Et là, pourquoi le miel de sarrasin? Parce que c'est un miel qui est quand même plus goûteux. Oui, un miel beaucoup plus corsé. Je trouve que c'est le miel qui tire presque plus sur la mélasse. Fait que ça va venir une belle arôme beaucoup plus sucré, beaucoup plus qui va mieux s'adapter à une viande rouge, je trouve. On a coupé les grains de maïs et on les ajoute dans notre tombée de patates douces et oignons. Et là, on fait revenir très rapidement. Oui, très rapidement, simplement pour venir compléter la cuisson. Okay. Nos pâtissons sont prêts, la sauce est prête aussi, le steak a reposé. Fait qu'il reste juste à monter l'assiette. Benoît, oui. Toi, quand tu sers un steak, est-ce que tu le sers déjà tranché ou tu m'amènes le steak entier puis c'est moi qui fais ses coupes? Je préfère toujours le servir tranché. En ce moment, au restaurant, on a un steak de bavette Wagyu. J'aime toujours mieux le tranché, on voit la belle cuisson. Même si le Wagyu, on n'a pas besoin, on pourrait le couper à la cuillère tellement que c'est tendre. Je trouve que ça donne aussi un petit côté, une délicatesse, si on veut. Oui, ça vient vraiment rajouter un petit quelque chose au plat qui va venir faire une belle différence. Donc là, on va monter l'assiette. Oui, fait qu'on commence avec la tombée de patates douces. On se met ça au milieu. Patates douces, maïs et oignons. Exactement. Bien coloré, bien torréfié. Un beau petit nid comme ça. Ensuite de ça, on va venir mettre le steak. On va commencer par le couper. Et là, on a fait une cuisson pour toi et moi, là. Oui, effectivement. Fait qu'on y va dans le saignant. Nos petits pâtissons. Nos pâtissons au miel de sarrasin. Au miel, oui, au miel de sarrasin. Juste comme ça. On va venir mettre l'équivalent de 2 pâtissons à peu près, fait 4 demi. Je ne mets jamais la sauce sur la viande parce que sinon, la sauce qui est chaude peut venir continuer de cuire la viande. La cuisson qu'on désirait avoir, des fois, va être, un peu plus cuite. Et ensuite, on vient finir avec... Et là, on finit avec notre belle salade. Salade de fenouil, exactement, qu'on a laissé toute mariner. Tout simplement comme ça sur le dessus. Si jamais on aime ça faire des belles présentations, on peut prendre des fans de fenouil. Parce que la fan aussi est comestible. Oui, exactement. On vient s'en mettre un peu sur le dessus. Ça fait une belle présentation. Ça fait un joli verre. Ça fonctionne aussi. Fait que ça, c'est ma recette. Est-ce qu'on goûte? Ça va me faire plaisir de goûter. Ça donne faim depuis tantôt. Benoît, on a monté l'assiette. On est rendu là. Et là, on c'est goûte. le temps de goûter. À toi l'honneur. Moi, j'aime bien commencer avec les légumes dans la vie. Le miel de sarrasin va vraiment venir juste donner une petite touche. Le sucré déjà de la courge, ça va venir vraiment tout envelopper au complet. Ça fait vraiment toute la différence. Ça fait une belle différence. Juste un peu de miel de sarrasin. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de sucre, pas beaucoup de sirop dans la vie. Et juste là, j'ai hâte d'attaquer. Là, c'est la viande. C'est le moment pour la viande. Parfait. Fait que, comment est-ce que je conseille? C'est un peu de salade. Oui. Un beau morceau de steak. Morceau de steak avec de la sauce, bien sûr. Puis ensuite de ça, c'est frais. En même temps, on a la petite complexité de la sauce à l'échalote qui vient donner un autre sucre. C'est un complet. Oui. Les affinités de saveurs
le maillage, les pâtissons avec le miel au sarrasin, c'est vraiment génial. La fraîcheur de la salade, la cuisson du steak, ta sauce. La sauce. La sauce fait toujours la différence. C'est une très bonne sauce. Le secret est dans la sauce. Et je c'est suis tout le temps type ça. sauce. Moi aussi. Tout le temps, il n'y a jamais assez de sauce, tout le temps. C'est ça qu'il faut. Benoît, merci pour le plat parfait. Merci à vous. Derrière chaque recette, il y a un chef, mais aussi une belle façon de redonner à la communauté. Votez pour votre coup de cœur et grâce aux caisses Desjardins des Laurentides, 3 organismes de la région recevront 1 000 $ chacun. Pour voter, il suffit de scanner le code QR. Pour plus de détails, visitez tvbl.ca.